Dans cet épisode, on part au port du désert marocain, à l'est du pays, entre Merzouga et Mahmid. Cet itinéraire du voyage nous a permis de découvrir la vie nomade et le commerce à l'époque des caravansérails. Le Sahara, ce mot arabe qui signifie désert, invite à l'évasion, aux étendues arides à perte de vue et à un imaginaire autour de la vie nomade des anciennes caravanes. Le Sahara couvre plus de 8,5 millions de kilomètres carrés, soit près de 30% de la surface du continent africain, et s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge. On a souvent tendance à croire que le Sahara est constitué d'une vaste étendue de sable, mais en réalité le désert de sable ne couvre que 20% de sa superficie, et les 80% restants sont constitués de zones rocailleuses. Au Maroc, 2 lieux, à l'est du pays, sont les portes d'entrée vers des déserts de dunes. L'Erg Chebi, plus connu sous le nom des dunes de Merzouga, et l'Erg Chigaga, plus connu sous le nom des dunes de M'Hamid. Vous voulez s'imprégner de l'ambiance du désert, en allant marcher dans les dunes de sable, sans forcément faire d'excursions organisées. Alors, on se dirige vers les dunes de Merzouga, et au fur et à mesure des kilomètres, les paysages changent. On traverse plusieurs palmeraies abondantes. On sent aussi le changement avec l'air chaud qui nous envahit, et le ciel qui se voile. En fin de journée, le vent commence à se lever. Alors on décide de remettre au lendemain notre projet d'escalader la dune de Merzouga. Donc on a bougé du spot avec le camion pour se rapprocher du départ de la dune. En fait, la lune a été presque pleine. Ça a éclairé suffisamment pour guider dans la nuit. À ce moment-là, il fait encore très bon et il n'y a pas de vent. C'est assez intense de se retrouver du coup dans les dunes avec quand même peu de visibilité, se concentrer sur son ressenti quand on marche dans le sable, en distinguant moins les reliefs et en avançant un peu plus à vue de nez. Et donc on continue, on voit la dune qui se rapproche, on voit des crêtes qui se dessinent. Et après plusieurs minutes de marche dans le sable, on commence à entamer la montée de la dune. Donc en suivant une des crêtes. Et ça monte. Enfin, l'effort il est beaucoup plus intense du fait d'être dans le sable. Au bout d'une heure, on y arrive. Donc on se pose. Et puis on attend. La lumière est ouf, on prend plein de photos. Et puis on a un panorama sur derrière nous du coup le village et devant nous les dunes. Après avoir visité Merzouga, on fait une halte dans la ville de Rissani pour visiter le mausolée Ali Chérif. Cet édifice funéraire est un trésor de symboles à travers son architecture que notre guide nous a partagé avec beaucoup de détails. Voilà, donc il y avait un monsieur très sympathique qui nous a fait la visite avec beaucoup d'explications, surtout sur toute la symbolique de l'architecture en fait de la mausolée. Donc il y avait 2 endroits où du coup on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur parce qu'on n'est pas voyant. Donc il y avait 2 salles, une salle de prière, 2 salles de prière, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc on retrouve les symboliques des 3 religions dans l'architecture de la mausolée. Notamment dans la salle de prière, au niveau des vitraux. Du coup, il y avait à la fois l'étoile jaune pour la religion juive, le vert qui représente l'islam et le bleu qui était pour les chrétiens. Donc, il nous a expliqué aussi sur les portes qui donnent accès aux salles de prière. Il y avait aussi différents symboles pour, par exemple, la fertilité ou la famille. S'il y avait d'autres choses. La femme veuve. La femme veuve. Et il expliquait aussi les tatouages du coup berbères.
au niveau du front et du menton des femmes, qui indiquait en fait si la femme était mariée, si la femme était veuve et si la femme était divorcée aussi. À proximité de cet édifice funéraire se trouvent des vestiges, témoins de l'époque des caravansérails, aujourd'hui transformés en un centre d'accueil pour les femmes seules en difficulté et avec leurs enfants. En effet, Rissani se trouve sur l'ancienne route des caravansérails, qui reliait Marrakech à Tombouctou au Mali, qui se faisait en 52 jours. Les caravanes partaient du Maroc, puis traversaient l'Atlas, le sud marocain, le désert et l'Afrique subsaharienne en suivant les points d'eau à travers les 2000 km du désert. Le Maroc fournissait des articles de luxe, des dattes, mais aussi du sel, chargé à Taoudéni, en Mauritanie, et échangeait leurs cargaisons contre de l'or, des esclaves ou des épices. Tout au long de ce trajet ont été construits des caravansérails, des espaces fortifiés pour permettre aux commerçants de faire une halte pour la nuit. Et après, du coup, il nous a fait la visite de l'ancienne caravansérail. Donc, en fait, il y a, je sais pas, des centaines d'années, ici à Rissani, il y avait un souk qui avait lieu 4 fois par an pendant 3 jours. Et les vendeurs, du coup, ils venaient plus d'Afrique subsaharienne, du Mali, du Niger, voire même d'Égypte. Et du coup, pour voilà, vendre des... Pas vendre, parce qu'en fait, à l'époque, les souks, c'était plus basé sur le troc. Et il y avait des personnes, des médiateurs qui étaient là pour veiller à ce que en fait, le commerce se fasse aussi de façon équitable. Contrairement aujourd'hui à maintenant, il n'y a plus de souk. Enfin, le souk, c'est une mauvaise utilisation du terme, quoi. On utilise aujourd'hui. Maintenant, c'est le marché, dans le sens où on paye avec de l'argent les produits. Et donc, à l'inverse du souk, qui est vraiment du troc. L'ancienne caravansérail qui abritait les voyageurs qui arrivaient par exemple quelques jours avant ou après les 3 jours de souk, et donc dans l'attente du prochain souk qui du coup avait un lieu pour s'abriter. Et du coup à l'époque, toute cette structure là elle était souterraine. En fait on pouvait accéder par des portes qui font je sais pas, 1 mètre de haut et qui étaient dans le noir, et en fait pour se repérer, parce que du coup c'est ce qu'ils appellent un labyrinthe, quoi. Pour se repérer, il y avait un système de cordes avec des nœuds à chaque porte, et voilà, du coup en fonction du numéro qui était attribué, on savait où est-ce qu'on était. Et en fait derrière ces portes là, après c'était des grandes pièces beaucoup plus hautes, mais voilà, de l'extérieur on ne pouvait pas savoir, et c'était pour éviter le pillage. Voilà, et aujourd'hui c'est un centre qui est tenu par Médecins sans frontières, qui du coup vient en aide aux femmes et aux enfants qui en fait ont été victimes de maltraitance. Du coup il nous expliquait que c'est uniquement depuis les années 2000 que la polygamie ça a été interdit légalement au Maroc, que le mariage forcé a été interdit, et aussi que le fait d'être marié, de se marier avec un homme adulte, se marier avec une enfant mineure, c'était interdit, donc c'est assez récent. Et donc depuis, voilà, il y a pas mal de programmes qui sont mis en place pour venir en aide à ces femmes-là et à les sortir de cette emprise. Et voilà. Pour aussi les soutenir, il y a des écoles qui sont dans l'ancienne caravansérail pour les enfants, et il y a aussi des formations qui sont possibles pour les femmes Et en ce moment aussi on questionne pas mal notre approche aussi par rapport aux gens, aux locaux, parce que l'idée c'est de voir des choses, mais aussi de rencontrer
rencontrer des gens et de sortir un peu de ce rapport marchand, quoi. Pour l'instant, la plupart des interactions, c'est dans le cadre d'un échange commercial, aller au resto, une petite boutique. Ou alors c'est des gens qui viennent vers nous pour nous proposer des choses et en fait après ils attendent qu'on leur donne des sous. C'est vrai qu'on espère pouvoir avoir des échanges un peu plus horizontaux, ou juste humains avec les gens, quoi. On se dit que le fait de voyager en fourgon par rapport à quelqu'un qui voyage à pied, en stop, du coup c'est peut-être moins propice à la rencontre avec l'autre, tout simplement. On essaie quand même de sortir un peu de là où il n'y a que des touristes et de pas faire des trucs à touristes. Donc voilà, après ça fait qu'une semaine qu'on est au Maroc. Donc en tout cas moi je sens l'évolution par rapport à il y a une semaine et au premier soir où on s'est posé quelque part et où j'étais en panique totale de qu'est-ce que je fais là, pourquoi machin. Enfin, je sens que je suis plus sereine. On se dit que ça se fera au fur et à mesure et qu'il y a aussi peut-être différentes choses qui sont possibles pour rencontrer des gens et avoir un vrai échange, quoi. Et c'est peut-être aussi à nous de faire en sorte d'être plus ouverts par rapport aux gens ou tout ça. Ce matin, on s'est fait arrêter par la gendarmerie. Voilà, on se rend compte que parce qu'on est touriste français, on a des privilèges par rapport à ça et que en gros on commet une infraction et ils nous laissent passer. Et à côté de ça, comme on est des touristes genre européens, j'ai aussi des fois l'impression qu'il y a, j'ai remarqué, portefeuille sur notre front et que du coup les gens imaginent que on a de l'argent à donner tout le temps et voilà, j'ai un petit peu envie de sortir de ce truc là aussi et d'avoir des interactions un peu plus humaines et détachées en tout cas de quelque chose. Voilà. T'as des choses à rajouter, Jojo? Walou Foulous. On se dirige encore plus au sud, vers la ville de Tamgrout, connue pour ses poteries artisanales à la couleur verte si atypique, et vers Tinfou, où se trouve le campement de Tariq, situé au pied des dunes et accessible avec notre camion qui n'est pas 4x4. Le lieu est très paisible, et avec le ciel dégagé, on peut voir les multitudes d'étoiles et les constellations qui se dessinent. Les personnes qui travaillent sur le campement préparent un feu et entament des chants nomades avec leurs tambours et leurs guitares sèches. Les chants évoquent la vie nomade, la pluie, la sécheresse, la liberté des peuples, l'amour ou encore la religion. Dans la culture nomade, les chants sont très importants et permettent également de transmettre les savoirs. Continuons la route, quelques kilomètres encore plus au sud de Tamgrout, se trouve l'autre accès principal vers le désert de sable, le désert de Mahmid. De nombreux touristes se rendent là-bas pour réaliser des excursions dans le désert à pied, en 4x4 ou à dos de dromadaire. Mais la ville est aussi animée chaque année par un festival de musique assez renommé au cœur des dunes, le festival de Taragalt, qui se tient autour du mois de novembre. Au mois de mars, un festival plus intimiste a lieu en centre-ville, le festival des nomades. Je vous laisse avec quelques extraits captés lors de la session du mois de mars et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. بكي دمعة بكر شفت عيني